Donc, on va commencer par stigmatisation et ensuite on enchaînera un petit peu sur la question soutien à la parentalité. Donc, c'est moi qui commence sur la question de la stigmatisation. Donc déjà, en fait, première chose qui est pour le coup à retenir essentiellement la stigmatisation, c'est un désavantage social. C'est pas la faute des personnes, c'est parce qu'il y a de la stigmatisation dans la société qu'il y a des gens qui s'auto-stigmatisent à un moment donné. Donc c'est là, ça a une importance assez majeure parce qu'on a tendance à proposer des interventions aux personnes pour réduire l'autostigmatisation et réduire les effets de la stigmatisation, alors qu'en fait, il faut changer la société et la rendre aussi plus inclusive et changer les pratiques professionnelles. Ça, le professeur Franck, le professeur Massoub l'ont dit, parce qu'autant changer la société, c'est pas si simple que ça. Par contre, changer nos pratiques, ça, c'est quelque chose qu'on peut réaliser tout de suite. Donc, stigmatisation, un désavantage social, c'est pas la faute des personnes, et donc il faut changer l'environnement pour pouvoir réellement changer les choses. Ce qu'il faut savoir en termes de stigmatisation, c'est que c'est une construction sociale qui est ultra précoce. La vision du monde, en fait, et ça va être du coup le côté pédopsychiatre qui parle, la construction du monde et de nos représentations, elle se fixe vers 3 à 5 ans, avec les représentations qu'on peut avoir sur le genre, sur la race, sur la classe sociale et sur les troubles psychiques. Et ce à quoi on va être exposé, ça va jouer un petit peu là-dedans. Par exemple, le dessin animé Madagascar, que vous avez probablement déjà tous vu. En fait, à un moment donné, du coup, il y a un personnage qui va dire, du coup, je veux retourner à l'état sauvage, c'est le zèbre. Tous les autres vont lui dire c'est pas une bonne idée. Il va dire bah oui, mais les pingouins, eux, ils sont retournés à l'état sauvage. Et il y a un autre personnage, Alex, le lion, qui va répondre faut pas écouter les pingouins. Les pingouins sont psychotiques, ils racontent n'importe quoi. Alors, vous voyez, c'est ça qui va construire la représentation finalement de ce qu'est un psychotique. Donc un psychotique, c'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi et qu'il faut pas écouter et qu'il faut pas prendre en compte. Donc les principaux préjugés, c'est la question de la dangerosité pour les autres, pour soi, la question de l'incurabilité, de l'impossibilité de se rétablir, et l'impossibilité du coup d'apporter une contribution active à la société. Et le schéma en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, c'est la stigmatisation par rapport à la schizophrénie. Donc, dans différents pays du monde, c'était chez plus de 5000 personnes interrogées dans 16 pays, en fait, d'Europe, d'Amérique du Nord, hein, un peu partout. Et globalement, la stigmatisation, elle est très marquée. Alors, elle est aussi très marquée pour la dépression. Et elle est particulièrement marquée dans le domaine de la parentalité. C'est la dernière ligne en dessous. Pour 85% des gens, ils ne sont pas du tout volontaires pour que les gens aient la garde de leurs enfants. Plus de 50% pensent qu'en fait, 2 tiers pensent qu'en fait, ils ne devraient pas s'occuper d'enfants ou enseigner à des enfants. Et la question d'avoir un manager qui aurait lui-même un problème de santé mentale, alors là, c'est tout de suite compliqué pour beaucoup de gens. Quand on regarde en fait l'évolution dans le temps, en fait, des préjugés négatifs concernant du coup les troubles psychiques, c'est le schéma du coup en bas à gauche de l'écran. En fait, si on regarde schizophrénie et dépression, c'est les Allemands qui ont fait ça à 10 ans d'intervalle. Finalement, entre 98 et 2008, qu'est-ce qui se passait? Il y a eu beaucoup de campagnes pour aussi parler un petit peu de la question que ce n'était pas des causes psychosociales, ce n'était pas la faute de la mère, qu'il y avait une part génétique, etc., qui avait été mise en place. Et en fait, ils ont regardé finalement en quoi ça avait eu un impact sur la volonté de distance sociale, c'est-à-dire le fait d'accepter d'avoir un collègue qui aurait des troubles psychiques ou l'accepter d'avoir un voisin qui aurait des troubles psychiques. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'en disant les attributions en termes de cause des troubles psychiques ont beaucoup changé, les gens avaient beaucoup plus d'attributions biogénétiques que psychosociales. Par contre, la volonté de distance sociale, elle n'avait pas changé pour la dépression, elle s'était même plutôt aggravée pour la schizophrénie. Et si les personnes avaient aussi une meilleure représentation des lieux de soins psychiatriques, c'était beaucoup moins la question de l'asile ou quelque chose d'un peu carcéral, bah, elles avaient par contre beaucoup plus de soutien au fait que les personnes soient en fait contraintes aux soins et restent dans les hôpitaux. Et tout le monde n'était pas du tout volontaire pour avoir un CMP à côté de chez soi. Donc ça, c'est un point qui est quand même aussi important parce que ça reste, ça persiste dans le temps, d'où l'intérêt de ce qui vous a été présenté aussi un peu avant, sur le fait d'une théorie qui soit biopsychosociale et qui intègre directement l'approche du rétablissement. Parce que quand c'est trop génétique, les gens se disent génétique, mince, ça peut s'attraper. Et au final, quand on interroge un peu les psychiatres, il y en a beaucoup qui disent ah oui, mais je voudrais pas que mes enfants jouent avec ceux d'une personne qui a un trouble psychique. Je voudrais pas qu'ils fréquentent des enfants de personnes qui ont des troubles psychiques. Donc la discrimination, elle est avérée, c'est le schéma un peu en bas à droite. Les expériences de stigmatisation, elles sont quand même très marquées. Elles sont marquées dans plein de domaines.
Mais un point qui est quand même important, c'est qu'un tiers des expériences de stigmatisation sont dans le système de santé. Qu'il s'agisse du système de santé physique, et là, ça va être le fait de prescrire moins d'examens complémentaires en disant de toute façon, ça ne sert à rien, ils ne vont pas le faire, ou de surattribuer du coup les symptômes d'une pathologie physique à la pathologie psychiatrique. Et chez les professionnels de santé mentale, ça va être tout ce que disaient du coup le professeur Franck et le professeur Massoub et Philippine Rodier. Ça va être du paternalisme et en fait finalement une volonté de protéger la personne contre tout risque, mais aussi finalement contre elle-même, avec l'impossibilité de lui laisser cet espace de décision partagée concernant sa vie, concernant la gestion de la crise, concernant le fait de pouvoir travailler, se marier, avoir des enfants. Ça va être, oh là là, c'est pas une bonne idée, attention, vous allez rechuter. Et là, c'est de la stigmatisation. Et ça a un effet négatif, du coup, pour les personnes. Cette discrimination, elle peut être avérée. C'est aussi toutes les microagressions. Ça va être, par exemple, la fameuse position schizophrène ou la façon dont on parle des personnes qui ont une schizophrénie. Quand il y a et les tisaneries, il y a souvent beaucoup de personnes qui écoutent beaucoup de choses, donc attention aussi aux discours qui sont portés là-dedans. Et un autre élément, c'était qu'à un moment donné, il y a une simulation d'interaction sociale qui avait été faite. La seule chose qui changeait, en fait, c'était qu'on disait que l'interlocuteur avait une schizophrénie. Et à partir du moment où on le disait, l'interlocuteur se mettait à parler très très fort, en détachant bien les mots et en parlant lentement. Alors que pourtant, la personne a une schizophrénie, elle était ni sourde, ni avec une déficience intellectuelle. Donc tout ça, ça génère un stress. La stigmatisation, elle touche aussi par association tout l'entourage des personnes, les parents, la mère qui va être perçue comme potentiellement responsable, le partenaire ou la partenaire potentiellement responsable d'une rechute, mais elle touche aussi par association les professionnels. Il y a une petite étude qui avait été menée par Déborah Seban il y a quelques années sur la perception des internes de psychiatrie par leurs collègues de somatique. Et je vous laisse imaginer ce qu'ils pensaient. Pour à peu près un peu plus de 50% quand même, vous étiez aussi fou que vos patients et vous aviez forcément un truc à régler, sinon vous ne seriez pas allé en psychiatrie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces éléments-là, en fait, je vous ai dit, c'est très précoce, c'est très présent, tout le monde a cette représentation, sauf qu'à un moment donné, en fait, quand la personne va présenter des symptômes qui indiquent qu'elle pourrait avoir un trouble psychique, pas forcément un diagnostic, mais des symptômes, bah, en fait, directement, ça va prendre en fait une signification personnelle. Et là, si on considère que ces stéréotypes sont vrais pour décrire le groupe auquel on appartient, par exemple les personnes avec schizophrénie, ça peut mener à l'autostigmatisation. Donc c'est aussi important de le prendre en compte parce que la perception des gens quand ils rentrent dans l'hôpital, je vais repris une citation donc, de Patricia Digan dont vous parlait le professeur Franck tout à l'heure, c'est son entrée finalement à l'hôpital. Tout ce que je connaissais, c'était les stéréotypes que j'avais vus à la télévision ou dans les films. Pour moi, les maladies mentales, c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde, les tueurs en série psychopathes, l'asile de fous, les imbéciles, les schizos, les dingues, les cinglés, la camisole et les fous délirants. C'était tout ce que je savais sur les maladies mentales et ce qui m'a effrayé, c'est que les professionnels disaient que j'étais l'une d'entre eux. Donc attention, voilà en fait ce que vont ressentir les personnes que vous accompagnez dans le premier contact avec la psychiatrie et au cours de la première hospitalisation. Donc tout l'enjeu, comme le disait le professeur Franck, de proposer un environnement qui soit favorable au rétablissement dès l'hospitalisation, dès les urgences, pour permettre aux personnes de ne pas penser ça déjà, et au contraire d'avoir en fait la perspective ça va être un lieu dans lequel je vais pouvoir me comprendre, où on va explorer ensemble ce qui m'arrive dans une position réellement collaborative pour pouvoir construire un plan de rétablissement. Et là, c'est pas du tout pareil que finalement, bam, j'arrive finalement d'envol au-dessus d'un nid de coucou. Donc l'autostigmatisation, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Donc ça va toucher environ un tiers des personnes, celles qui vont donc considérer que les stéréotypes sont vrais et s'appliquent du coup à elles-mêmes comme à l'ensemble des personnes qui présentent des troubles. Les deux autres réactions possibles, c'est de dire bah, je ne suis pas malade, donc que je considère ça comme vrai ou pas, au final, ça ne me concerne pas, c'est ce qu'on appelle l'indifférence. Et au final, ces stéréotypes, j'ai une maladie, mais ces stéréotypes ne me définissent pas, ils sont faux, et je vais les changer, c'est ce qu'on appelle la juste colère. Donc l'autostigmatisation, quand en fait les personnes vont considérer ces stéréotypes comme vrais, ces appliquer à elles-mêmes, bah, ça va avoir un effet extrêmement négatif sur l'estime de soi, sur le sentiment d'efficacité personnelle, sur le pouvoir d'agir. Le professeur Massoub en parlait tout à l'heure, et forcément, bah, si on n'y croit pas, si on se dit qu'on n'a aucune chance d'y arriver, bah, pourquoi essayer? Pourquoi chercher un travail si j'ai aucune chance en fait d'y arriver? Pourquoi suivre ce que me dit le médecin
si je n'ai aucune chance de me rétablir. Et au final, beaucoup ce qui est dit dans les unités d'hospitalisation, c'est si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous allez rechuter et vous allez retourner à l'hôpital. Mais à aucun moment, ou rarement, il y a si, en fait, au final, il y a qu'est-ce que vous pourriez gagner en prenant un traitement avec un suivi, etc. Et qu'est-ce que ça pourrait m'amener? Parce que si c'est le traitement qui va me permettre de reprendre le cours de ma vie, de me rétablir et de réaliser mes projets professionnels et personnels, bah, je suis forcément beaucoup plus motivé à suivre le programme de soins qui m'est proposé que si je me dis que de toute façon, ça ne servira à rien. Et pour vous illustrer ça, donc, je vous ai mis un témoignage de personnes concernées, Kathleen Gallo, qui était parue dans Schizophrénia Bulletin en 1994. Je me suis perçu, à juste titre malheureusement, comme ayant un trouble psychique sévère et donc relégué à ce que j'ai appelé les déchets sociaux. Je me torturais avec la pensée persistante et répétitive que tous les gens que je rencontrerais, même les étrangers absolus, ne m'aimeraient pas et souhaiteraient que les personnes malades mentales comme moi n'existent pas. À cause de cette pensée, j'aurais pu faire des choses comme m'éloigner des autres aux arrêts de bus, me cacher et ramper vers les coins les plus éloignés du métro. Me percevant moi-même comme un déchet, j'aurais même pu changer de trottoir lorsque je croisais d'autres personnes, pensant leur montrer le respect dû aux personnes d'une classe sociale plus élevée. Cette dernière catégorie comprenait bien sûr l'ensemble des êtres humains. Donc vous voyez, quand la personne pense ça d'elle-même, et c'est les expériences qu'elle a aussi et le contact qu'elle a avec la psychiatrie qui va jouer aussi sur la façon dont cette personne va internaliser ou pas les stéréotypes, et bien là, à ce moment-là, forcément, on n'est pas motivé pour suivre ses soins au CMP, on n'est pas motivé pour prendre un traitement, on n'est pas motivé pour suivre un programme de rétablissement. Qu'est-ce qui va en fait finalement jouer sur la stigmatisation? La stigmatisation, elle est présente partout dans le monde. L'autostigmatisation touche environ donc un tiers des personnes concernées, ce qui est quand même beaucoup. Il y a un certain nombre de facteurs qui jouent, mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, les facteurs centraux, c'est le fait qu'il y ait de la stigmatisation, des expériences de stigmatisation, l'anticipation d'être stigmatisé, ça c'est ce qui va jouer finalement le plus. Après, on a aussi l'insight. Si on a la conscience en fait d'être malade, mais qu'on a un trop bon insight, entre guillemets, qu'on n'a pas la conscience de ses possibilités de rétablissement et qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, bah là forcément, ça va jouer aussi sur l'autostigmatisation. Et l'autostigmatisation, elle est associée à plein de conséquences négatives, plus de symptômes, plus de risques d'être hospitalisé, plus de dépression, forcément, plus de risques suicidaires, un moins bon fonctionnement psychosocial et un moins de possibilité de se rétablir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est présente bien avant le fait d'avoir un diagnostic, elle est présente dès les premiers symptômes. Quand on compare chez les ados versus chez les adultes, c'est pareil. Et on a tout autant d'autostigmatisation. Et en fait, finalement, la question du diagnostic, si elle s'accompagne d'une explication sur les possibilités de rétablissement, va plutôt générer en fait un soulagement. Un point qui est aussi important, c'est la question des compétences, compétences sociales, de régulation émotionnelle, compétences adaptatives pour faire face à la stigmatisation et de favoriser l'inclusion sociale. Si on peut travailler sans être discriminé, si on peut avoir un logement, si on peut réaliser ses projets de vie, se marier, avoir des enfants, bah forcément, ça va jouer sur l'autostigmatisation. La résistance à la stigmatisation, donc c'est soit finalement se dire je suis pas malade et ça c'est l'indifférence, soit c'est se dire c'est finalement ces stéréotypes-là, ils sont faux et ils ne me décrivent pas. Et un point qui est assez central, c'est que c'est finalement le lien entre l'insight et le bien-être et la qualité de vie. Finalement, quand on joue sur la résistance à la stigmatisation, ça va être un médiateur des effets de l'insight sur le bien-être et le rétablissement. Et pourquoi c'est important? Parce que si vous avez quelqu'un qui n'a pas d'insight et que vous lui proposez de la psychoéducation qui va être uniquement centrée sur les symptômes et les traitements, vous risquez d'augmenter l'insight, mais sans augmenter la question de la conscience de sa possibilité de rétablissement, donc vous risquez de l'auto-stigmatiser. Donc c'est aussi pour ça que c'est important. Si vous proposez aussi finalement de la psychoéducation symptômes-traitement à quelqu'un qui est déjà très convaincu d'être malade et qui est déjà très auto-stigmatisé, vous allez augmenter le risque de dépression et le risque suicidaire. Donc c'est pour ça aussi que c'est important. Donc finalement, comment on réduit la stigmatisation? Donc il y a à la fois en menant des campagnes de lutte contre la stigmatisation, ça a un effet, mais qui reste modéré, surtout quand on traite en fait, quand on aborde la question des journalistes, qui a plus de contenu positif, moins ces contenus négatifs, style un schizophrène, ce schizophrène tue sa mère, etc. Si on parle plus des possibilités de rétablissement,
Ça va marcher. Si on cible aussi les jeunes et si on cible les professionnels de santé, ça marche. Pourquoi? Pas tant parce que ça change les représentations, mais parce que les personnes vont avoir l'impression d'être dans un environnement moins stigmatisé et qu'elles ont plus de possibilités de se rétablir. Après, le point sur lequel je vais insister un petit peu, c'est la question de ce qui est réalisable par tous les acteurs de la santé mentale. Et alors là, c'est ce que vous a dit le professeur Franck et le professeur Massoub, les pratiques axées vers le rétablissement. Créer un environnement qui soit porteur d'espoir, qui soit focalisé sur les ressources préservées, qui soutienne l'autodétermination. Avoir une relation qui est horizontale, qui est collaborative. C'est les 10 principes pour une pratique orientée rétablissement. Est-ce que j'ai aidé la personne finalement? Est-ce que je l'ai écouté déjà activement? Est-ce que je l'ai aidé à identifier ses priorités pour se rétablir, pas celles fixées par les professionnels? Est-ce que j'ai porté une attention particulière au rôle qui sorte la personne de son rôle de malade? Et finalement, est-ce que j'ai cherché aussi des ressources en dehors du système de santé mentale? Et est-ce que j'ai favorisé finalement l'autogestion de ces problématiques? Un point qui est aussi, alors le professeur Franck, le professeur Massoubre l'ont déjà dit, mais la question de la prévention de la iatrogénie hospitalière. En fait, globalement, si la personne a l'impression d'être contrainte dans les soins, qu'il s'agisse d'hospitalisation, qu'il s'agisse du pyjama, qui n'a jamais servi à rien, ni pour la fugue, ni pour le risque suicidaire, qu'il s'agisse de la chambre d'isolement ou de la contention mécanique, tout ça va avoir en fait un effet qui est au mieux très limité en termes positifs et qui a plein d'effets négatifs sur les personnes. Notamment, ça va générer de la honte, du mépris de soi, qui vont conduire à des émotions négatives, qui vont d'ailleurs conduire chez les personnes qui ont des troubles de la régulation émotionnelle à plus de passages à l'acte, qui vont entraîner eux-mêmes plus de mise en chambre d'isolement, plus de... Finalement, ça va être un peu un cercle vicieux. Donc, comment est-ce qu'on prévient ça? Là encore, en implémentant les pratiques orientées rétablissement partout et en facilitant du coup l'engagement dans des objectifs de vie. Et un petit exemple assez rapide qui me permet de faire un clin d'œil à Alice, Maë et je ne sais pas si Laurine est présente aujourd'hui, mais en tout cas ce qu'on a pu mobiliser dans la filière urgence et crise en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, où justement l'orientation des pratiques est vers le rétablissement. Le cadre de soins est collaboratif avec une approche qui est dite no force first. D'abord, pas d'emploi de la force, c'est-à-dire abolition de toute mesure de contrainte formelle ou informelle. Une réflexion partagée sur les indications d'hospitalisation, sur la question de la gestion de la crise, sur la question des traitements qui sont mis en place, et un cadre de soins qui soit vraiment collaboratif avec des plans de gestion de crise qui soient assez systématiques. Donc pas de chambre d'isolement, pas de pyjama, pas de contention mécanique ou chimique, et pas de contraintes formelles ou informelles. Et ça marche puisque ça permet du coup de faciliter le rétablissement. Et ça réduit aussi très considérablement la probabilité de passage à l'acte. Là encore, sur la question de la stigmatisation, quand on envoie le message à la personne, vous n'êtes pas en capacité de prévenir, de gérer la crise, on lui envoie, on ne vous fait pas confiance, et on renvoie un message finalement sur vous n'êtes pas capable de, qui vient finalement renforcer une perception auto-stigmatisée. La formation, elle contient aussi la formation aux pratiques orientées rétablissement. Donc finalement, comment en fait on travaille sur les relations avec les personnes pour soutenir le rétablissement tel que défini par la personne. Et ça, c'est un programme qui a été développé du coup en Angleterre, implémenté en Australie et très bientôt en France, notamment donc sur Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, dans lequel en fait on forme les équipes pour évaluer l'effet sur le rétablissement tel que défini par les usagers. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que quand on travaille sur tout ça, quelle est la compréhension du rétablissement, les relations collaboratives, comment identifier les valeurs, les préférences des personnes, identifier leurs forces et soutenir l'autodétermination, on change l'expérience des soins avec plus de focus sur les forces, les valeurs et les buts des personnes. Les personnes se sentent plus soutenues et au final, ça marche. Elles se considèrent comme plus rétablies. Donc ça, c'est un point où on jouant finalement sur les pratiques des professionnels, on influence le rétablissement des personnes. Simplement en changeant ça, en changeant l'expérience des soins. Il n'y a pas de technique formidable qui a été mise en place, simplement une formation de 3 jours qui modifie les pratiques professionnelles. Les programmes, parce qu'il faut bien en citer quelques-uns, de réduction de l'autostigmatisation, quelques exemples. Vous avez le programme Remède Rugby qui a été du coup validé il y a quelques années, et j'en profite du coup pour faire un petit clin d'œil à mes anciens collègues de Grenoble, Franck Gabaillé, Thierry Lucas et Megan Faraldo. Donc un programme de remédiation de la cognition sociale couplé à la pratique d'une activité sportive, le rugby à 7, sans plaquage ni mêlée,
Et on l'a comparé finalement dans une étude quasi expérimentale à simplement la pratique d'une activité physique encadrée par des professionnels et des coachs. Et finalement, quand on travaille sur la remédiation de la cognition sociale avec les habiletés sociales sur le terrain, la communication avec les personnes, entre elles, entre équipes, l'organisation d'un événement et la préparation de la communication avec les médias en vue de déstigmatiser, eh ben, on a un effet qui est assez remarquable sur les symptômes, positifs comme négatifs, le fonctionnement social et l'autostigmatisation. Ça, c'est un petit exemple de finalement des articles qui avaient pu être issus de ça, où les journalistes arrivaient en se disant mince, c'est moi qui vais devoir couvrir le rugby. Et ils repartaient avec finalement un atelier de remède rugby pour lutter contre les préjugés, avec des personnes qui amenaient l'interview vers où elles souhaitaient faire et finalement exprimer ces justes colères. Le programme NECT, qui est un programme donc de thérapie cognitive, de l'autostigmatisation et de renforcement narratif. Donc il y a de la psychoéducation pour challenger les préjugés relatifs aux troubles psy. Il y a de la TCC, la restructuration cognitive, et il y a surtout une approche narrative avec finalement se raconter comment en fait on a pu surmonter certains défis posés par la maladie mentale et comment on a pu se rétablir. Et tout ça, ça marche très bien sur l'autostigmatisation, sur l'espoir et sur l'estime de soi. Une dernière citation avant de passer la parole du coup à Romain et Marine. Mon plus gros succès concernant ma maladie, c'est que je l'ai acceptée pour ce qu'elle est pour moi et non pas comment elle est perçue. En définitive, elle a cessé de résumer qui je suis et redevient progressivement une simple partie de ce que je suis, de qui je suis. Et ça, c'est finalement la description d'un participant en fin de groupe, après, du coup, les 12 séances de NECT. Alors, je vais enchaîner. Je vais me présenter. Je suis le docteur Romain Pommier, je suis psychiatre responsable du centre de réhabilitation psychosociale de Saint-Étienne. Madame Massoud, vous m'avez confié la responsabilité de ce service à son ouverture. Je vous ai mis volontairement cette diapositive pour vous montrer qu'en fait, on a une structuration un peu particulière. Moi, j'aime dire que la structure, elle est un peu hybride parce qu'à la fois, le centre de réhabilitation, c'est un service sanitaire, un CATTP intersectoriel, en fait, au sein du pôle de psychiatrie. Mais la gestion a été confiée à un groupement de coopération sociale et médico-sociale, Réaccord 42, vous voyez en haut. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que, en définitive, la question de la stigmatisation, elle est beaucoup liée à la question de ce qu'on ne connaît pas. Julien en a parlé sur la question des représentations de la stigmatisation portée sur les personnes concernées, mais plus généralement sur les familles, plus généralement sur les professionnels. Bah, figurez-vous que dans le champ de la santé mentale, il y a de nombreux dispositifs sanitaires et médico-sociaux, et je pense qu'il y a une vraie méconnaissance réciproque de nos activités respectives. Moi, j'ai eu la chance du coup de travailler dans cet environnement-là, finalement, qui comptait déjà un SAMSA en 2009, un foyer de vie pour personnes plus lourdement handicapées, un lieu d'insertion et de formation par le travail, donc c'était déjà comment dire, le travail accompagné avant qu'on déploie des plateformes. Donc tout ça pour vous dire que la stigmatisation, elle est aussi portée sur les partenaires. Donc il faut qu'on sorte en fait de nos affiliations respectives. Je pense que Nicolas Franck pointait tout à l'heure voilà, de ne pas rester cantonné à l'intra. On fait beaucoup de stages en intra-hospitalier quand on est interne. Il faut absolument que vous ayez bien connaissance de l'extra-hospitalier, puisque l'intra n'est qu'au service de l'extra, je pense. Et plus largement, que vous ayez connaissance des partenaires autour de vous. Heureusement, vous avez la chance aujourd'hui de bénéficier de la présence des coordinateurs des conseils locaux en santé mentale, par exemple des CLSM. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font par le Psycom, qui est un site d'information en santé mentale. Donc, une recommandation, c'est de sortir et d'aller rencontrer les partenaires parce que, effectivement, devant la tâche qui est immense, on ne sera pas trop nombreux avec toutes les forces nécessaires. Donc, voilà une représentation partielle de ce qui peut exister en termes de structure. Et là, on n'est plus du tout déjà dans le pôle de psychiatrie et plus les structures sanitaires. Deuxième message, je vais essayer d'aller rapidement pour passer rapidement la parole à Marine, c'est de faire en sorte que les gens, dès le départ, soient dans une dynamique d'autodétermination. On invite les gens à nous appeler directement, à prendre contact. Donc, toutes les semaines, moi, j'ai une ou deux personnes par téléphone, des usagers ou des familles, pour avoir des informations sur ce qu'on fait. Euh, Tout le monde ne peut pas tout savoir et tout partager. Donc, on essaye via le site du centre ressources, hein, qui est extrêmement bien fait, encore une fois. Moi, quand je donne des sites internet, je donne celui du Psycom et celui du centre ressources,
parce que vous avez un nombre incalculable de ressources intéressantes. Et puis, vous avez surtout une page par centre référent. On en parlera à la fin de journée, je pense, comment adresser. C'est facile, en fait, il y a un endroit, un numéro de téléphone, une adresse mail, et inviter vraiment les gens concernés à nous contacter. Donc, comment je leur explique un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et voilà, bah, du coup, ils sont plus enclins à aller voir leur psychiatre en consultation, donc vous devez les avoir, et qui vont vous dire, j'aimerais être orienté vers le centre de réhabilitation, je pense que ça peut m'aider. Voilà, et donc première réponse, répondre aux personnes et les informer pour qu'elles viennent plus directement et qu'elles soient déjà partie prenante. Deuxième chose, répondez aussi aux familles. Bien sûr que la question du secret médical prévaut quand l'accompagnement démarre, mais on ne peut pas laisser des familles sans réponse. Quand une famille rappelle, le moins des choses, c'est de les rappeler pour leur donner des informations et les orienter éventuellement vers l'UNAFAM ou vers les structures partenaires. Je termine par cette diapositive-là pour vous dire que finalement, bon, les centres de réhabilitation se développant sur le territoire, on avait développé le centre référent de Saint-Étienne, comme les autres, avec des soins, éducation thérapeutique, remédiation cognitive, entraînement des habiletés sociales, tout ce qui va être décliné cette journée, finalement, on commençait à le mettre en œuvre. Et puis, en fait, j'ai eu la chance, moi, de voir arriver Marine Dubreuc et Julien Dubreuc à Saint-Étienne, hein, ils venaient de Grenoble auparavant. Et en fait, je me suis aperçu à ce moment-là que peut-être on accompagnait pas si mal la question d'insertion pro, peut-être pas si mal la question d'insertion sociale. Et en fait, je me suis aperçu à quel point on accompagnait mal les personnes sur la question de la périnatalité. Les femmes, bien évidemment, les hommes aussi. Et en fait, peut-être que ça tient au fait, bon, on a 30% d'hommes, 30% de femmes et 70% d'hommes dans les centres référents. Ça pose question quand même, hein, pourquoi il n'y a pas autant de femmes. Je pense que des fois, on conçoit assez mal les problématiques spécifiques des femmes également. Et puis, pour le coup, la périnatalité, c'est une problématique commune, mais qui est encore beaucoup à la charge des femmes, malheureusement. Et du coup, comment on pourrait déployer davantage de choses sur le centre? Eh bien, je me suis aperçu à quel point j'étais moins stigmatisant probablement, ou pas suffisamment dans cette question-là. Les quelques situations qu'on avait eues, on n'était pas assez proactif pour proposer des choses. Et en définitive, ben, les 3-4 situations que j'ai en tête, les personnes ont arrêté le parcours. Et les dames qu'on accompagnait ont continué sûrement leur grossesse, mais sans nous, parce qu'on n'avait rien à leur proposer finalement. Donc, c'est tout l'intérêt de parler de plus en plus de périnatalité, de cette période-là particulière. Et Marine va vous décliner maintenant ce qui a été mis en œuvre depuis. Donc, pour tout ce qui concerne la vie affective et la parentalité, déjà quelques constats. L'ONU, la Convention de l'ONU qui a été signée en 2006 par la France, précise que fonder une famille est un droit fondamental et qu'il soit reconnu à toute personne handicapée. Le droit de se marier et de fonder une famille, ou en tout cas d'avoir des relations sentimentales et de vivre en couple, de fonder une famille. Voilà, donc c'est un droit fondamental qu'on ne peut pas opposer aux personnes. C'est des rôles qui sont centraux pour beaucoup de personnes, comme la population générale finalement, mais qui sont très peu pris en compte, hein. On vous en a parlé dans les services. Voilà, posez-vous la question dans votre pratique de tous les jours. Est-ce que vous savez si les personnes que vous accompagnez ont un projet d'enfant? Est-ce que vous savez si elles vivent en couple? Est-ce que vous savez si elles ont des enfants, si elles en ont la garde? Voilà. C'est des facteurs de rétablissement parce que c'est porteur d'espoir, c'est riche de sens, mais ça peut être effectivement associé à de nombreux défis. On a parlé de la stigmatisation. Il y a aussi chez les personnes qui ont des troubles psychiques plus de risques de violence chez les femmes, plus de séparation des couples, des risques de perte de garde, etc. Et ça peut, alors on avait fait une étude justement à partir de la cohorte des centres de réhabilitation Réhabase, où on voyait que les personnes dans la cohorte qui étaient parents avaient, pour les mères, par rapport aux personnes qui n'étaient pas mères, presque 2 fois plus de risques d'avoir fait une tentative de suicide dans leur vie. Et pour les pères, ça montait jusqu'à fois 3,8 en comparant aux personnes qui n'étaient pas parents. Donc, on voit quand même que ça peut avoir des effets aussi qui sont négatifs sur la qualité de vie de la personne si ce n'est pas accompagné, parce que risque de perte de garde, parce que risque de dépression périnatale, etc. Donc, il faut accompagner ces personnes-là dans leur parentalité. On a vu aussi donc que, on l'a déjà vu, hein, il y a beaucoup beaucoup plus d'hommes que de femmes dans les centres de réhabilitation. Donc, d'où l'intérêt de développer aussi des interventions à destination des femmes pour répondre aussi à leurs besoins. Donc ça, c'est aussi un autre article qu'on a fait donc, sur la cohorte Réhabase. Donc,
sur les différences entre hommes et femmes chez les personnes ayant une schizophrénie. Donc en fait, on se rendait compte que le fonctionnement psychosocial était similaire. Mais par contre, les femmes avaient plus de rôles sociaux, c'est-à-dire qu'elles étaient plus souvent en couple, elles étaient plus souvent mères, elles étaient plus souvent dans le travail que les hommes. Mais par contre, elles étaient aussi plus autostigmatisées, elles avaient plus d'antécédents de dépression et elles avaient une qualité de vie qui était moins satisfaisante, avec aussi une moindre satisfaction dans les rapports aux relations sociales. Et ça, c'était encore augmenté chez les femmes qui avaient plus de 40 ans, et on a mis l'hypothèse que c'était aussi du fait peut-être d'expériences de vie négatives, où arrivées à 40 ans, peut-être qu'elles avaient eu des relations de couple peut-être difficiles avec des séparations, peut-être qu'elles avaient pu perdre la garde de leurs enfants, tout ça qui peut avoir un impact sur la vie de la personne. Donc le désir d'enfant, déjà, c'est savoir si la personne a un désir ou non, l'interroger, voilà, avoir ou non un enfant, les obstacles qui peuvent être rencontrés, les challenges. Ça, c'est une personne qu'on avait, qui est une future maman, qui disait, il y a toujours la crainte d'une rechute, le fait de pouvoir retourner à l'hôpital, de ne pas pouvoir être là, de ne pas pouvoir m'en occuper, donc de son enfant. Je le vivrais très mal, mon enfant le vivrait très mal. Moi, je connais quelqu'un qui m'a raconté que sa mère faisait des allers-retours à l'hôpital psychiatrique quand elle était enfant, qu'ils se sont retrouvés tout seuls chez eux. J'ai peur que la maladie prenne le dessus et que je me retrouve même déchue de mes droits de mère. J'ai besoin de réfléchir par rapport à ma maladie, comment appréhender la grossesse, comment appréhender l'arrivée du bébé. Voilà, on dit souvent que les personnes ne vont pas forcément réfléchir vont faire un enfant un peu comme ça. Alors oui, il y a beaucoup de grossesses qui ne sont pas forcément planifiées, mais souvent les personnes se sont posées énormément de questions sur le fait ou non d'avoir un enfant. Et il faudrait qu'elles puissent avoir des réponses à leurs questions. Alors ça bug, ça ne marche plus. Ah non, si, j'ai tout cassé. Non, c'est bon. Donc, on a fait une étude là, récente où on a interrogé donc, à la fois les personnes concernées, mais aussi les professionnels de santé, sur justement pour développer une offre pour l'accompagnement dans la vie affective et la parentalité. Donc on s'est rendu compte qu'entre professionnels et personnes concernées, il y avait des temporalités qui étaient très différentes. Par exemple, les professionnels parlaient tout de suite du postpartum, de l'arrivée de l'enfant, etc. Alors que les personnes, elles se posaient justement des questions sur l'avant, le préconceptionnel, l'adaptation du traitement, l'impact du traitement, l'hérédité, etc. Donc ils n'étaient déjà pas au même niveau de questionnement. Du côté des parents, bah, c'était déjà, alors c'était formulé comme ça, est-ce qu'on peut être schizophrène et parent? Alors voilà, on reparle après du rétablissement, on n'est pas que schizophrène, et oui, on peut être parent derrière, on peut, avec des challenges que ça représente, mais aussi comme toute personne. Voilà. Les conséquences sur l'enfant, sur la vie familiale, les questions des traitements, la question du soutien, effectivement, comme on l'a déjà dit avant, le soutien de l'entourage est très important et un facteur qui est très aidant. Les questions aussi de divulgation à l'enfant. Comment je vais expliquer plus tard à mon enfant si je dois être hospitalisée, si je prends un traitement, parce qu'effectivement, il va revenir en ayant regardé Madagascar et en disant, voilà, les psychotiques, on raconte n'importe quoi. Bah, si on a un parent qui a un trouble psychique, eh ben, comment on peut aussi lui expliquer ça et défaire un petit peu toutes ces représentations. Les conjoints ou les grands-parents aussi vont se poser la question qui va s'occuper de l'enfant si la personne va moins bien, l'impact aussi sur la relation, les relations avec le conjoint, peut-être l'ex-conjoint, les conséquences économiques. Et puis par contre, du côté des professionnels, c'était tout ce qui était inconfort et besoin de formation, parce que finalement, c'était les professionnels, quand on arrivait avec une personne qui disait ah ben, j'ai un désir d'enfant, on disait oh, bah, finalement, on va reparler du travail, hein, voilà, ce sera très bien. Voilà, il n'était vraiment pas confort sur ces questions-là. On voit que la discrimination des personnes, elles la vivent dans leur projet de fonder une famille pour 22% d'entre elles et dans leur rôle parental pour 28% d'entre elles. Et vous voyez en haut que les professionnels de santé ont aussi un impact sur leur vision des choses et aussi les proches. Donc, les grossesses, on l'a déjà dit, sont souvent non planifiées, en tout cas plus souvent que dans la population générale. Il y a une faible adhésion aux soins aussi, pour des personnes qui, par exemple, ont des problèmes aussi d'organisation, etc. Ça peut être compliqué. Il y a plus de risques de complications psychiatriques et obstétricales et néonatales chez les personnes qui ont un trouble psychique. Je ne vais pas tout vous détailler, mais voilà, les risques de rechute, les risques de dépression périnatale. Dans l'autisme aussi, là, on sort des troubles psychiques, on parle des troubles du neurodéveloppement, mais il y a aussi des risques de complications obstétricales plus importantes et de dépression périnatale.
Les complications obstétricales, ça peut être le diabète gestationnel. Aussi, regarder par rapport aux traitements, les traitements qui peuvent augmenter ce risque-là, les risques de prééclampsie, et puis tout ce qui peut être prématurité, retard de croissance intra-utérin, etc. Il y a un risque qui est accru de séparation des parents-enfants, on va en parler. Et du coup, quid de l'impact sur l'enfant? Alors, il y a un risque qui est présent, mais qui est quand même à nuancer. Donc oui, il y a plus par exemple, une personne qui ferait une dépression périnatale qui ne serait pas prise en charge peut augmenter le risque de troubles du neurodéveloppement chez l'enfant, des troubles internalisés ou externalisés dans un tiers des cas aussi. Mais finalement, un tiers des cas, ce n'est pas tous les enfants de ces personnes-là. C'est qu'un tiers, entre guillemets, qu'un tiers de ces enfants qui peuvent avoir des troubles. Donc, d'où l'intérêt des interventions précoces pour soutenir les parents et leurs proches et améliorer leur qualité de vie et la qualité des interactions précoces, diminuer le stress parental et favoriser le bon développement de l'enfant. Je pense qu'il faut que j'accélère un peu. Donc, pour ce qui est de la parentalité aussi, quelles sont les compétences parentales des personnes qui ont des troubles psychiques, quelles difficultés elles peuvent rencontrer aussi dans leur parentalité. Et puis, les interactions aussi précoces et les conséquences finalement possibles. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que l'enfant va être négligé? Est-ce que c'est souvent des questions qui ressortent. Donc déjà, c'est discuter avec la personne des représentations qu'elle a d'elle en tant que parent déjà dès l'anténatal. Il y a beaucoup de personnes qui se disent très heureuses de pouvoir d'envisager de s'occuper de leur enfant, mais aussi avoir beaucoup de craintes. Donc c'est aussi le rôle un peu de l'évaluation des ressources et des craintes de la personne, et puis aussi de son bébé, quel est le rôle de cet enfant finalement. Si on dit voilà, c'est un enfant parce que je veux prouver à ma famille que je peux faire quelque chose par moi-même, bon, c'est peut-être plus compliqué que quelqu'un qui a un projet plus construit. Voilà, donc qu'est-ce qui impacte ça? Il y a les symptômes, le fait d'avoir un parent aussi, comme sur la première vignette que je vous ai lue, qui est aussi concerné par un trouble, parce qu'on dit, moi, mon parent, il n'a pas forcément été là pour moi, il n'a pas forcément répondu à mes besoins. Est-ce que moi, je pourrais répondre aux besoins de mon enfant? Est-ce que, la différence de génération, les expériences négatives de vie, et puis la question du soutien social, avec tout ce que ça peut avoir comme impact sur la qualité des interactions précoces, puisque une mère qui va se répéter « je suis une mauvaise mère, je n'arrive pas à aider mon enfant », ça va aussi avoir des conséquences sur la façon dont elle va interagir avec son enfant. Donc, il y a eu des études sur justement les troubles psychiques et les compétences parentales. On voit que 76% des parents ont des bonnes qualités, des bonnes compétences parentales, ce qui correspond aussi à la population générale. Donc, elle pouvait majoritairement s'appuyer sur des aidants familiaux, on l'a vu, c'est très important d'avoir un soutien familial, mais aussi comme pour tout le monde, j'ai envie de dire, quand on devient parent, avoir le soutien de ses proches, c'est aussi aidant. Et puis la qualité des soins délivrés à l'enfant, c'était en fonction de facteurs sociodémographiques, de sévérité de la maladie, des troubles de cognition sociale, du fonctionnement psychosocial. S'il y a effectivement des comorbidités addictives, ça peut être plus compliqué. La présence ou non d'un soutien social peut aider ou au contraire rendre les choses plus compliquées. Et malgré le fait que finalement il n'y ait pas de moins bons parents chez les personnes qui ont un trouble psychique que dans la population générale, il y a quand même plus de placement des enfants. Alors, c'est encore plus si les deux parents sont concernés par un trouble psychique, parce qu'il y a aussi plus de risques de séparation, on l'a dit, avec le conjoint, plus de familles monoparentales. Et donc, vous voyez que ça arrive jusqu'à presque 24 fois plus de risques de placement pour les mères, x8 pour les pères, parce que souvent, on ne sait même pas que le monsieur a un enfant. C'est des fois pas du tout pris en compte. Et le risque de placement, il est quand même 80 fois supérieur dans la première année. Donc, c'est quand même énorme. Vous voyez là, dans les personnes avec schizophrénie par rapport à personnes qui n'ont aucun trouble psychique, les personnes qui ne sont pas avec leurs parents à 18 ans, c'est quand même presque, ça me fait boucher, mais presque un tiers, qui ne sont plus avec leurs parents. Donc, c'est quand même énorme. Donc, les différentes offres de soins, donc finalement, quel accompagnement, quelle offre de soins proposée. Donc, déjà, accompagner dès le préconceptionnel, répondre aux questions de la personne. Parce que si on ne répond pas aux questions de la personne, si le traitement, est-ce que c'est compatible, pas compatible, vous avez une chance sur deux que la personne va dire, bon, comme je n'ai pas la réponse, j'arrête mon traitement et puis je fais un enfant et puis là, on court un peu à la catastrophe. Donc, c'est aussi interroger, vous, systématiquement, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous faites un suivi, c'est savoir si elle a un désir d'enfant ou pas, les hommes comme les femmes.
Il y a les consultations préconceptionnelles qui existent, je vous en parlerai. Et puis, il y a tout ce qui est bilan éducatif partagé. Ça rentre aussi dans le PSI dont on va vous parler cet après-midi, mais c'est les ressources de la personne, les craintes, les besoins, la pérédance qui est aussi très, très importante, et puis des interventions, que ce soit en individuel, avec le conjoint ou en groupe. Et puis, aborder aussi le non-désir d'enfant. Est-ce que c'est la personne renonce parce que elle n'a pas le soutien adéquat et parce que elle se dit que voilà, bah, si elle est, ce que je vous disais sur la stigmatisation tout à l'heure, quelqu'un d'affreuse, etc., et qui n'est pas digne d'être parent, c'est pas la même chose. Il y a peut-être un peu de travail aussi sur la stigmatisation, etc., que quelqu'un qui dit, bah, moi, je suis bien actuellement comme ça. Avoir un enfant, ça me, voilà, ça me tente pas plus que ça. Donc voilà, je n'ai pas de désir d'enfant. Et puis, comment expliquer aussi aux proches, peut-être, le désir ou le non-désir d'enfant. Donc, les consultations préconceptionnelles, il y en a deux types qui existent, les binômes psychiatre adulte et psychiatre de PEA, donc comme la STICO par exemple à Paris ou la consultation préconceptionnelle qui est ici au Vinatier. Et puis, nous à Saint-Étienne, on a une consultation en binôme pédopsychiatre et puis gynéco-obstétricien. Du coup, pour faire le lien aussi avec les professionnels de périnatalité. Donc, je ne vais pas trop m'étaler sur le dispositif filament qu'on a créé donc, sur Saint-Étienne. Donc, il y a un dispositif partenarial entre le CHU et le GCSMS Réaccord 42. Donc, c'est un dispositif qui propose des soins coordonnés orientés vers le rétablissement en psychiatrie périnatale sur la période des 1000 premiers jours, c'est-à-dire du préconceptionnel jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Qui proposent des interventions de type FACT, c'est-à-dire flexibles en fonction des besoins de la personne. Soit on peut faire du très intensif, soit on peut espacer le suivi, par moi qui suis sage-femme et qui a un rôle de case manager. Donc, le but de ce dispositif, c'est d'aider la personne à renforcer son réseau de soutien, évaluer aussi ses besoins et pouvoir l'aider à répondre à ses besoins, l'aider aussi à réduire les risques de complications, faciliter le lien, les interactions précoces entre les parents et l'enfant, soutenir la famille, les profs et les proches, et puis soutenir la personne dans ses compétences parentales, dans sa fonction parentale. On s'adresse aux personnes qui ont un trouble psychique, soit préexistant, soit émergent en période périnatale. On a aussi pas mal de parents qui sont autistes. Et puis, on peut aussi être sollicité. Enfin, on a aussi un premier niveau d'intervention qui est de l'orientation, du conseil, ou voilà, de répondre aux questions. Alors, on peut être sollicité par les professionnels, par les personnes elles-mêmes ou par leurs proches pour pouvoir un petit peu les réorienter si besoin ou leur proposer un suivi. Donc, le parcours en lui-même, c'est du case management en psychiatrie périnatale avec une évaluation globale de la situation. Donc, on utilise le PSI. Et un accompagnement donc, basé sur les forces, avec soit des entretiens individuels, ça peut être le PSI, l'AERES, des outils comme ça, ou des interventions en groupe. On a mis en place sur le centre de réhabilitation Réalise un groupe sur les relations sentimentales et on va en mettre un aussi en place sur la parentalité. Il y en a un aussi, je travaille aussi au centre diagnostic autisme Léane à Saint-Étienne et on a aussi un groupe sur la parentalité qui va se mettre en place. Et on travaille du coup avec tous les partenaires, que ce soit professionnels de santé aussi périnatale, les associations, voilà, les structures sociales et médico-sociales, et puis tout ce qui existe déjà sur le CHU, la consultation de liaison, les consultations préconceptionnelles, etc. Et la réhab, bien sûr. Donc, juste 2 minutes sur le rôle de la sage-femme. Pourquoi une sage-femme? Déjà, faire de la psychiatrie périnatale sans professionnel de périnatalité, c'est un petit peu dommage. Moi, je suis profession donc, médicale, la profession de sage-femme. Ça permet aussi d'avoir un peu plus d'initiative aussi et de décharger aussi un peu les médecins, même s'il y a toujours un médecin sur la situation. Et le rôle d'une sage-femme case manager, c'est vraiment la prévention de la rupture dans la continuité des soins, adapter la prise en charge en fonction de ces facteurs de risque de la personne. Bien sûr, le lien entre professionnels de périnatalité et professionnels de psychiatrie, avoir un peu le pied dans les deux mondes, ça permet de parler un peu les deux langues et que du coup, les gens se comprennent. Travailler aussi à aider la personne à développer son réseau de soutien social et familial. Et puis, on a aussi développé un plan d'action partagé pendant les 1000 premiers jours, qui est un plan qui se base justement sur d'anticipation, un peu comme le plan de risque conjoint, mais là sur la période périnatale, avec des éléments aussi obstétricaux et néonataux qui sont pris en compte.
Voilà. Là, vous avez un site qui est Jeune Enfant Fratrie-Psy, donc qui peut être un site qui peut permettre d'aider les proches à expliquer les troubles psychiques. Et puis, vous avez aussi une vidéo, vous aurez le PowerPoint, hein, donc c'est au Québec, où ils ont interviewé une maman qui avait un trouble bipolaire et puis sa fille aussi. Du coup, voilà, parce qu'on dit les enfants, finalement, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et ben là, vous avez un petit reportage. Donc, finalement, à retenir, questionner systématiquement le désir d'enfant, accompagner le désir comme le non-désir d'enfant. Pendant la grossesse, c'est la décision médicale partagée, la prise en charge coordonnée et le travail en réseau, donc professionnels de psychiatrie et professionnels de périnatalité. Prendre en compte aussi tout ce qui peut être lié aux troubles psychiques de la personne ou l'autisme de la personne. Et puis la parentalité, ça va être réduire la stigmatisation, la formation aussi des professionnels, alors ça aussi pendant la grossesse, les pratiques orientées rétablissement, mais aussi pendant la grossesse, les besoins des parents et de l'enfant. C'est vraiment une prise en compte de la triade parent-enfant, pas que le parent, pas que l'enfant, mais vraiment l'ensemble et le soutien des proches. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci.